Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 29 mai. Voici les titres. Des démineurs sur la plage de Talmont-Saint-Hilaire. L'érosion du littoral a fait apparaître ces hivers derniers des obus et des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. La commune a fait intervenir une équipe spécialisée sur la plage du Veillon avant les travaux de réensablement qui débuteront la semaine prochaine. 5 ans après Xynthia, l'Aiguillon-sur-Mer, les procédures d'expropriation se poursuivent. Malgré l'opposition des pointus qui refusent que leur maison soit détruite, un juge des expropriations est en ce moment sur place. Et puis du handball dans le noir complet, c'est le club de hand de Pouzauges qui propose jusqu'à demain la première édition de la Vache by Night, un tournoi où seul le ballon et les maillots fluo permettent de se repérer. À la veille du mois de juin, les communes du littoral continuent de se préparer pour la saison estivale. Talmont-Saint-Hilaire prépare par exemple sa plage du Veillon. Elle a particulièrement souffert de l'érosion ces hivers derniers. Le sable est parti, laissant apparaître des galets, mais aussi des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Alors avant les travaux de réensablement qui vont débuter la semaine prochaine, des démineurs sont intervenus. Reportage Pierre Dalicieux. J'ai une polarité positive là, qui me donne un côté de mon objet qui est enfoui, j'ai de l'objet métallique. Et là j'ai le pôle négatif, ça me donne la dimension. Un objet d'1 mètre environ, datant certainement de la Seconde Guerre mondiale, mais aucun engin explosif à l'horizon. On a sorti des tas de câbles, de tétraèdres, d'anti-débarquement, des morceaux de métaux, etc., des rails de chemin de fer, mais pas de munitions. Donc on peut dire, sachant que le risque zéro n'existe pas, qu'en tout cas dans la zone qui a été couverte, c'est-à-dire 99% de la plage, il n'y a pas d'engin de guerre. Ces démineurs ont été appelés par la commune suite à la découverte par un promeneur de bombes datant de 39-45 l'hiver dernier. Le but aujourd'hui, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres engins de ce type avant l'arrivée des estivants. Ça, c'est les échos sélectionnés, hein. Il y avait beaucoup plus. Aujourd'hui, on a une plage qui est nette, qui est propre, on en est sûr. On est sur un site remarquable, un site classé. Donc c'était important, à la veille de la saison estivale, d'être complètement opérationnel pour accueillir les touristes. À un détail près, les 5000 m3 de sable que l'océan et les tempêtes successives ont emporté au large. Maintenant que la plage est sécurisée, les travaux titanesques de réensablement vont pouvoir commencer en faisant d'une pierre deux coups. C'est vraiment un double intérêt puisqu'on a d'un côté l'estuaire du Perret qui est ensablé et qui empêche véritablement les ostréiculteurs de travailler puisqu'ils ont besoin de marée. Donc on va puiser le sable de l'estuaire pour le réensabler la plage. Dès lundi prochain, ce sera un balai de camions et de tractopelles pour que dans 15 jours, toutes ces roches soient entièrement ensevelies. C'est un nouveau signe positif de la reprise de l'économie française. Pour la première fois depuis 2012, les emplois créés l'an dernier en France ont été plus importants que le nombre d'emplois détruits. Alors vous le voyez sur la carte, si la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Haute-Normandie ont perdu chacune plus d'1 millier d'emplois, la région des Pays de la Loire fait partie des régions où il y a eu le plus de création nette d'emplois. 1893 emplois supplémentaires l'an dernier. Notre région se classe 3e au niveau national. Et on doit ce dynamisme économique à la vitalité de l'aéronautique, de la construction navale et des énergies renouvelables. Ce sont ces secteurs qui créent le plus d'emplois en Pays de la Loire. 5 ans après la tempête Xynthia, nouvelle étape dans la procédure liée aux expropriations des pointus. Ces propriétaires de maisons situées à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer et qui sont menacés d'être expropriés. Ils sont encore une vingtaine à refuser de voir leur habitation détruite. En décembre dernier, le tribunal administratif les a déboutés en première instance. La procédure suit donc son cours et en ce moment, un juge des expropriations est sur place. Une visite à laquelle les propriétaires doivent participer, bien malgré eux, Carl Laboureux. Nous avons tout fait pour reculer l'échéance, mais bon, c'est le rouleau compresseur de l'État qui avance. Amer, mais surtout très ému, ce matin, Annie Cléré de Langavant reçoit la visite de la juge des expropriations. Un état des lieux, en quelque sorte, qui permettra de fixer le montant des indemnités. Mais pour Annie, cet argent ne remplacera jamais tous les souvenirs accumulés sur ce petit bout de terrain. Ça fait 63 ans que je viens ici, tous les étés. Donc mes grands-parents, mes parents,
Moi, mes enfants, mes petits-enfants, voilà, 5 générations viennent prendre leurs vacances ici. Vous voyez les photos, les souvenirs. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Des souvenirs qui ne se monnaient pas et surtout pas le montant proposé. Nous nous trouvons ici. Nicole et Marc également sont sous la menace d'une expropriation. Leur maison, ils l'estiment à 250 000 € selon les prix du marché. La proposition qui leur est faite est 5 fois moindre. Alors autant dire que le couple n'est pas prêt de l'accepter. Il est hors de question de partir, surtout si on nous indemnise au montant proposé actuellement. Alors le dernier espoir du couple et comme lui d'une 60aine d'autres propriétaires, c'est le jugement en appel. Celui-ci devrait tomber l'année prochaine et confirmera ou annulera les expropriations. Cette seconde hypothèse, les pointus veulent y croire. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut continuer d'avancer pour l'instant. Il faut essayer de continuer à y croire, malgré la visite du juge des expropriations qui est quand même une terrible épreuve. Et en attendant les nouvelles propositions financières et le jugement en appel, les pointus pourront retrouver cet été leur maison pour peut-être la toute dernière fois. Et en tout cas dans un cadre de désolation, puisqu'à la Pointe, les travaux de déconstruction des maisons rachetées quant à elles à l'amiable ont repris. La distribution du courrier est perturbée aujourd'hui dans le secteur de Challans. Retour à la normale prévu demain. 4 syndicats avaient appelé à une journée de mobilisation pour protester contre le projet de réorganisation de 7 centres courriers de Challans et des alentours. Près de 85% des postiers du nord-ouest du département étaient en grève ce vendredi, selon Sud PTT. 38% selon La Poste. Une rencontre entre syndicats et direction a eu lieu ce matin. La grève pourrait être reconduite dans les prochains jours. Un nouveau préavis a été déposé. Après 2 ans de chantier, les travaux du nouveau collège Charles Milsando à Challans sont terminés. Le nouvel établissement ouvrira en septembre prochain. L'installation du mobilier a commencé. L'emménagement va se poursuivre jusqu'à cet été. Ce sera le plus grand collège public du département. 874 élèves y feront leur rentrée. Cet établissement fait partie des 6 nouveaux collèges construits en Vendée pour faire face à l'augmentation du nombre d'habitants. Écoutez le président du département, Yves Auvinet. On est dans un secteur qui a pris 9% d'augmentation de population en quelques années. Et inévitablement, la répercussion est directe sur les populations jeunes. Et on le voit bien parce que globalement en Vendée, on a pratiquement une augmentation qui nécessite l'ouverture d'un nouveau collège par an à peu près. Donc sur Challans, c'était important. Le collège Charles Milsando ancien n'était plus performant pour accueillir. Donc il se fait un nouveau collège de 850 places et nous allons travailler pour aussi réhabiliter et refaire, on verra, en ce qui concerne l'ancien collège. Et à noter qu'en septembre, un autre collège tout neuf ouvrira ses portes aux Essarts, capacité 600 places. Cette belle histoire maintenant, Julie a 5 ans, elle est atteinte d'une maladie rare qui lui a fait perdre sa force musculaire. À la demande de son grand-père, 10 jeunes en bac pro maintenance au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon ont transformé un fauteuil roulant pour permettre à la jeune fille d'aller sur la plage ou en forêt. Ce fauteuil tout-terrain lui a été remis officiellement hier. Edwige Richard y était. L'occasion de revenir sur ce projet de cœur. La petite Julie peut rouler sereinement, les jeunes veillent sur elle et son fauteuil. Pourtant, au début de l'histoire, le projet semblait un peu fou. Donc il a fallu travailler totalement en aveugle sans pouvoir bénéficier de la petite fille pour faire des essais. Donc il a fallu faire des estimations, faire des suppositions. Il nous manquait des pressions pour les pneumatiques. Il nous manquait plein de choses. Mais c'était sans compter sur l'engagement des 10 lycéens en terminale maintenance des équipements industriels. Des jeunes qui ont évidemment été touchés par l'histoire de la petite Julie et qui n'ont donc pas hésité un seul instant. Et moi, en plus, j'ai été en fauteuil roulant, donc je sais ce que c'est en plus. Donc ça a été un beau projet pour nous. Quand on nous a dit qu'elle rêverait de pouvoir aller sur le sable, etc., donc nous, ça nous a fait directement plaisir. En un mois, le fauteuil classique s'est transformé en un tout-terrain. Les jeunes ont gardé le châssis en ajoutant des roues bien spéciales achetées aux États-Unis. Cette fois, l'exercice devenait véritablement concret. Il y a une application un peu plus sérieuse. Nous, les trucs qu'on fait à l'atelier, on les fait quand même sérieusement. Mais bon, c'est souvent de la répétition, c'est les mêmes machines. Là, c'était quelque chose de différent.
Un exercice différent pour un but bien particulier, rendre plus autonome la petite Julie atteinte d'une maladie rare qui lui fait peu à peu perdre sa force musculaire. Mais grâce à ce fauteuil, la fillette de 5 ans peut désormais rouler sur la plage et en forêt. Et ce jeudi, l'atelier de l'école est également devenu son terrain de jeu. Ah bah elle passerait son temps dessus, sur celui-là. Mais le problème, c'est que ce qu'elle a du mal à comprendre, c'est qu'il est surtout fait pour le sable. Là-dessus, moi j'aime pas trop parce que le risque c'est de percer les roues en fait. Julie garde donc un second fauteuil pour ses déplacements ordinaires, mais sans perdre son sourire. Et c'est d'ailleurs certainement le meilleur des diplômes pour ces jeunes qui passeront le bac dans quelques jours. Le festival Monte en scène se déroule jusqu'à demain à Montaigu. Depuis 12 ans, il permet à des jeunes de 5 établissements de découvrir le spectacle vivant à travers des ateliers où ils peuvent pratiquer la danse, le théâtre, le mime ou la capoeira. 180 élèves y participent. Parmi eux, 6 jeunes handicapés de l'IME de Montaigu. Alex Lanos est allé retrouver quelques-uns d'entre eux en train de chanter et de jouer la comédie. Tous les restaurants sont fermés à Venise. J'ai faim! Sous les masques, il y a des collégiens, des lycéens, mais aussi des jeunes de l'Institut médico-éducatif de Montaigu. Kevin et Charlie découvrent avec intérêt la Commedia dell'arte. Les masques aussi, qu'on les mettait sur la tête là. Après, il fallait faire des gestes, des mouvements, plein de trucs. Donc déjà, ça va. Il n'y a plus de purée. Il n'y a plus d'œufs, tu peux remonter. Depuis le début du festival Monte en scène, il y a 12 ans, les jeunes de l'IME sont présents. Une ouverture pour eux sur le monde qui les entoure, mais une ouverture également pour les 180 élèves qui participent à l'événement. Et c'est aussi important pour le public du milieu ordinaire aussi apprendre à côtoyer donc ce public quelquefois un peu plus spécifique dont les interrelations sont peut-être un petit peu différentes. Les premières éditions, il y avait beaucoup plus de questions. Comment est-ce qu'on rentre en communication? Pourquoi elle réagit comme ça? Et maintenant, les choses se passent naturellement. Un peu plus loin, à l'atelier gospel, Jean-Baptiste a en effet parfaitement trouvé sa place. Très heureux, il profite bien de l'ambiance et il est plutôt dans le rythme parfois, quoi. Voilà, il se plaît. Regardez son sourire. J'avais un peu d'appréhension au début, je me suis dit est-ce qu'il va réussir et tout ça. Et en fait non, ça vient naturellement, tout le monde l'accueille et c'est super. Tout le monde a le droit de danser, de chanter, donc moi je trouve ça bien. Mime, capoeira, clown ou encore gospel, après 9 heures intensives d'atelier, tous ces jeunes monteront sur scène, partager tous ensemble leur amour du spectacle vivant. Ce sont de véritables passionnés, vous allez le voir, capables de passer des années sur la même maquette. Mouilleron le Captif vient d'accueillir le championnat des Pays de la Loire et de Bretagne de modélisme naval. La Fédération française compte près d'1 millier de licenciés, des modélistes qui prennent parfois plus de plaisir à construire leur bateau qu'à le faire naviguer. Aurélia Horner. 5000 heures de travail sur 12 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à Philippe pour construire son bateau. Une drague aspiratoire inspirée d'un modèle existant dans l'estuaire de la Loire, destiné à aspirer la boue. Sur la réalité, cette partie bascule comme ça. Et là, on peut, cette partie-là, descendre dans le fond pour aspirer la boue. J'ai cherché un bateau qui sorte de l'ordinaire et je ne trouvais pas trop de bateaux. Donc j'ai récupéré les plans de ce bateau, ce qui me paraissait un peu compliqué au départ. Et puis après, de fil en aiguille, on arrive à un aboutissement qui, ma foi, pas trop mal. C'est d'ailleurs avec cette maquette que Philippe est devenu champion de France de modélisme en mai 2015. Plus que sa passion, c'est sans doute son âme d'enfant qui le motive. Je ne suis pas spécialement patient, mais pour ça, ça marche, quoi. Et on doit être resté des grands enfants parce que je me vois mal faire un bateau qui ne soit pas navigant. Donc il y a le plaisir de construire, et de montrer aux gens ce qu'on fait et après de naviguer, quoi. Si le plaisir de naviguer reste un moteur, les modélistes sont avant tout des bricoleurs. Ce qui est intéressant pour moi, c'est quand je vois un morceau de bois, quelque chose qu'on jette à la poubelle, je dis tiens, dans cette pièce-là ou dans cette partie-là, je peux faire ça. Et puis les modélismes, c'est une très grande famille.
On se retrouve sur les concours régionaux et puis après, plus les championnats de France. C'est d'ailleurs à l'occasion du championnat Bretagne et Pays de Loire que la famille s'est réunie le week-end dernier à Mouilleron-le-Captif pour 3 jours de compétition. Pour sa 6e édition, 56 inscrits concouraient donc pour une sélection en championnat de France et une vingtaine de participants pour le plaisir. Jouer en handball dans le noir complet. Jusqu'à demain, le club de hand de Pouzauges organise la toute première édition de la Vache by Night. Un tournoi de hand dans une salle complètement sombre. Seul moyen de se repérer, le ballon et les maillots fluo. Les scolaires ont lancé la compétition qui se déroule jusqu'à demain. Anthony Jamin. De la musique, des lumières noires et des silhouettes fluorescentes. Non, nous ne sommes pas en boîte de nuit, mais dans une salle omnisport en plein match de hand. Pendant 3 jours et 3 nuits, la salle de l'Étoile à Pouzauges a fait le blackout complet pour sa première édition de la Vache by Night, organisée par le Pouzauges Vendée Handball. L'idée derrière ça, c'était déjà d'innover dans le club par rapport aux autres années, sachant qu'on était surtout sur la Vache on the Beach. Ça demandait énormément d'organisation et on était assez contraints par le temps. Donc on s'est dit, cette année, on va essayer de changer. Les règles sont simples, 2 équipes de 4, un terrain bordé de bandes fluorescentes, une musique pour lancer le match, une autre pour arrêter la rencontre. Et visiblement, jouer au hand dans cette ambiance fluo demande à ses élèves du collège Gaston Chessac de Pouzauges d'être bien attentifs. C'est très bien, mais bon, il faut s'y habituer, il y a une perte de repères. On n'est pas habitué à jouer comme ça, mais oui, c'est une bonne expérience. Oui. C'est assez crevant, en plus on ne voit pas forcément la balle où elle va. Et aussi on ne voit pas forcément les joueurs. Déjà jouer au hand, j'avais pas trop l'habitude. Alors jouer dans le noir, c'était encore plus intéressant. Cet après-midi, les plus petits, les primaires, prendront la place des collégiens pour une initiation dans le noir. Au total, sur les 3 jours et 3 nuits de fête autour du hand, la Vache by Night devrait attirer près de 500 participants. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Au cas où, je vous le rappelle, dimanche, c'est la fête des mères. Alors dans les écoles, les enfants se sont appliqués ces dernières semaines à préparer un cadeau pour leur maman. On est allé demander cet après-midi aux plus grands quel message ils avaient pour elle. Merci beaucoup, t'es formidable. Bonne fête maman. Je l'aime beaucoup et que c'est grâce à elle que je suis là, donc je suis très fière d'elle. Bonne fête maman. C'est important, c'est quand même elle qui nous a permis d'être là. Hein. Ah ouais. Sur cette terre, donc on dit bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à ma maman, depuis 16 ans à ma compagne. Voilà, merci, bonne fête. Je lui fais des gros bisous là où elle est, j'espère qu'elle a du soleil. Parce que c'est ce qu'elle aime et puis je peux que lui souhaiter ça pour dimanche. En tant que fille, je voulais lui dire que je l'aime très fort à ma mère. Merci. Et c'est la grisaille qui devrait accompagner dimanche la fête des mères, un ciel nuageux et quelques gouttes de pluie. Auparavant, demain, samedi, un temps un peu plus variable avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Lundi, vous retrouverez Edwige Richard pour une nouvelle semaine d'actualité. Très bon week-end.